Bienvenue à tous et merci d'être venus pour parler d'un sujet qui n'est pas forcément sexy de prime abord, mais ça fait plaisir, je suis très content d'être là. Donc aujourd'hui, on va parler de Bazel. Alors juste avant, je me présente. Donc voilà, j'aime bien m'auto-troller. Donc je m'appelle Paul Boot, j'habite à Bordeaux et donc je suis software engineer chez Elastic et plus particulièrement dans la partie Cloud Core Orchestration, donc pour le produit Elastic Cloud. Quoi d'autre? Donc mon travail de tous les jours, ça va être du Scala, du AK, du Zookeeper, donc des systèmes distribués, des choses comme ça, avec tous les problèmes qui viennent avec. Et voilà. Donc Elastic embauche, si jamais vous êtes intéressé, vous pouvez me contacter via mon handle Twitter ou venir me voir, ou voilà. Bref. Donc l'agenda d'aujourd'hui, que va-t-il être? On va voir ensemble, essayer de dégrossir, de dire mais qu'est-ce que c'est que Bazel? On n'a que 45 minutes, ça va passer très très vite. Je vais essayer de rentrer un maximum de choses. Ensuite, on va voir l'anatomie d'un projet, comment un projet peut s'organiser autour de ce système de build. Ensuite, comment on va pouvoir interagir, on va voir qu'on va pouvoir discuter avec en mémoire ce que construit Bazel. Puis comment builder avec Bazel, parce que si vous êtes là, c'est pour builder des choses, les tester aussi et faire tourner. Au début, je voulais parler du Remote Build Execution, mais je me suis rendu compte que j'étais beaucoup trop ambitieux et que ça allait pas du tout rentrer. Et une petite partie sur le tooling, comment tout ça peut s'intégrer dans l'écosystème actuel. Donc Bazel. Aujourd'hui, le constat, c'est que ben, euh, avec tous les langages que nous utilisons, on a tous des outils de build qui sont vraiment différents. Donc si vous partez au niveau de l'écosystème natif, donc historiquement, les gens qui font du C, du C++, avaient l'habitude d'utiliser des Makefile ou alors du CMake, donc un Makefile un petit peu sous stéroïde. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ça pouvait être adapté au produit. La syntaxe est assez particulière. Aujourd'hui, on demande à des gens qui veut faire du Makefile. Je ne sais pas s'il y a des gens dans la salle qui sont en amour avec le Makefile. Il y a des vrais, voilà. Si on parle de l'écosystème sur l'écosystème JVM, donc du Java, du Scala ou des choses comme ça, on retrouve du Maven, du Gradle, ou par exemple du SBT. Donc, hélas, moi je suis contraint de faire du SBT avec du Scala. Ces outils, ils nous ont simplifié beaucoup de choses, tant au niveau de la gestion des dépendances que de comment on compile un projet. Et on en a peut-être oublié de comment ça se passait pour compiler nos projets, quelles étaient les différentes étapes pour arriver à ce jar final ou à cet artefact qu'on va pouvoir pousser, qu'on va pouvoir exécuter. Et si je vous parle de l'écosystème JavaScript front-end, alors là, c'est, comme ils disent en anglais, c'est mind-blowing. Si vous n'êtes pas dans cet écosystème, vous êtes largué. Moi, personnellement, je ne fais pas de JavaScript au quotidien, je ne fais pas de front-end. Peut-être qu'en ce moment même, il y a un nouvel outil qui est en train de sortir pour gérer les builds. Donc quand on parle de JavaScript, on peut parler de Webpack, de Gulp, de Grunt, de Rollup pour réduire la taille. Puis attention, on a du CSS qui fait du Sass, donc peut-être qu'on va vouloir préprocesser ça. Puis ensuite, peut-être qu'on fait du TypeScript, donc il faut le transpiler. Ah mais attention, on veut cibler différentes versions de JavaScript, ES5, ES6, voilà. Du coup, tout ça mis bout à bout, ça fait énormément d'outils à gérer, énormément d'outils à apprendre, à maintenir, et du coup, les développeurs doivent connaître tout ça, et c'est très compliqué. Et l'idée de Bazel, ça va être un petit peu d'essayer de regrouper tout ça, d'avoir quelque chose d'assez formalisé, tout en gardant une exécution rapide et surtout un système de build qui va être fiable. Donc Bazel, open sourcé par Google, par Google pardon, en 2015, et c'est utilisé par Google depuis longtemps. Là, si vous regardez en haut, j'ai mis un moderne build system, mais en italique. Moderne, pas si moderne que ça, parce que ça fait à peu près depuis 2008 qu'ils utilisent pas tout à fait cet outil, mais un outil qui s'appelle Blaze et qui est utilisé en interne pour construire leur fameux monorepo. Donc monorepo qui contient quelques 2, quelques milliards de lignes de code. Donc ça fait un petit paquet de lignes à compiler. Et ils se sont posé la question à l'époque, ok, les gens quand ils vont pousser le code, ça va pas être possible à chaque fois si on fait un clean, déjà c'est pas sur leur propre machine. Et puis il va falloir qu'on ait un système de build qui soit assez intelligent pour pouvoir cacher, pour pouvoir être assez malin pour dire ok, ça n'a pas besoin d'être recompilé, que ça soit parallélisable, etc. Donc Bazel, son motto c'est
je suis rapide, reproductible, que ce soit pour les tests, les builds, et on verra que son DSL, donc comment la construction d'un build se fait, est dans un langage un petit peu particulier qui s'appelle Starlark, et qui est un sous-ensemble de Python. On aura l'occasion d'en reparler. Donc la tagline de Bazel, quand vous arrivez sur le site, c'est ça, fast, correct, choose to. Donc les mecs sont quand même assez ambitieux, ils se disent, on n'a pas de souci avec ça. Ce que Bazel va vouloir nous proposer, c'est un build qui est complètement incrémental. Donc le temps de rebuild sera forcément proportionnel aux lignes de code que vous allez changer dans vos fichiers. Deuxièmement, il va se vouloir hermétique. Donc parce que ça va être une propriété intrinsèque de Bazel, on va pouvoir lancer les builds en parallèle, puisque il ne va pas y avoir de lien entre les différents builds, ou en tout cas, ils vont être lancés en parallèle si bien sûr l'herméticité est respectée. Déterministe, ça c'est très important. Et pourquoi c'est important? Parce que les résultats des builds vont pouvoir être cachés donc sur les inputs, donc sur les paramètres d'entrée. Donc en général, on va voir ce que sont les paramètres d'entrée pour nos builds. Donc il y a les fichiers sources, mais peut-être que pas que ça. Extensible, donc bien sûr, on a un système de build, on a envie de l'étendre parce que peut-être que les fonctionnalités qui sont entre guillemets natives à l'outil ne seront pas suffisantes pour une entreprise, ou alors on voudra ajouter des choses en plus. Et donc ça va se faire par le biais de Starlark. Et enfin, agnostique. Donc agnostique, buildez ce que vous voulez. On va voir que Bazel n'a pas en soi de connaissances sur l'outil et sur le langage qu'on va compiler. Il va plutôt avoir une abstraction qui va permettre du coup d'orchestrer cette espèce de build, de construire un graphe, et ensuite le sale boulot sera fait bien plus tard, entre guillemets, le sale boulot. Donc voilà, on se dit, il y a beaucoup de choses, ça a l'air un petit peu magique, ou ça a l'air un peu le silver bullet, donc on va voir que c'est pas, enfin, ça a l'air sympa, mais il y a des trade-offs. Donc Bazel, comme je vous le disais, build beaucoup de choses. Donc là, c'est une liste qui est absolument non exhaustive. Il y a plein de langages qui sortent, en tout cas qui sont supportés. Certains sont supportés directement par l'équipe de Bazel, d'autres par la communauté. Et ce qui est intéressant, c'est que des idées venant de la communauté sont réintégrées ensuite par l'équipe de Bazel. Et du coup, ils cherchent vraiment à faire avancer et bouger le projet. C'est un projet qui bouge énormément. Donc, pour info, c'est actuellement en bêta, c'est pas du tout géant encore comme produit. Donc là, c'est une définition de Wikipédia que je vous ai mis sur ce qu'est une fonction pure. Alors là, vous me dites, c'est quoi le rapport avec un système de build? Alors là, qu'est-ce que ça nous dit? Ça dit qu'une fonction pure, en programmation fonctionnelle, c'est que si j'appelle une fonction en lui passant deux fois le même paramètre, eh bien, il va me retourner deux fois le même résultat. Ça nous dit aussi que l'évaluation ne crée pas d'effet de bord. C'est un parallèle qu'on peut faire avec le fonctionnement que va nous proposer Bazel. Typiquement, on va avoir trois gros blocs, si on schématise. Un bloc d'input, donc tout ce qui va nous permettre d'agrémenter, de construire ce build. Une action, donc une action, ça va être l'action à effectuer, concaténer des fichiers, builder, linter, tester. Et ensuite, un output, donc un artefact qui va être généré. Donc là, si je prends un exemple, on pourrait avoir en entrée mon foo.java, data.yaml, en supposant que c'est du Java, et là on voit Java.c aussi. Donc là c'est intéressant, c'est-à-dire que même les outils qui vont vous permettre de faire vos actions sont des paramètres d'entrée de la fonction. Donc rappelez-vous, fonction pure, je me base sur les paramètres d'entrée. Donc là, on passe aussi l'outil même qui va servir par exemple là à créer un jar par exemple. Ok. Une autre chose qui est intéressante, c'est que ces actions-là, donc cette espèce de schéma, va être composable. Un peu à la manière des pipes Unix qu'on peut composer, on va pouvoir faire la même chose avec Bazel. Donc là, on voit différentes actions, et les sorties de ces différentes actions peuvent être les entrées d'autres actions. Et enchaînant comme ça, on va pouvoir commencer à construire une espèce de graphe, donc un graphe qui va être acyclique, et du coup qui va permettre de représenter le build de notre application. Et donc, c'est là qu'on va voir qu'on va pouvoir avoir vraiment une granularité assez fine, et Bazel va pouvoir avoir un contrôle très très fin au niveau du build. Très très fin parce que, de 1, il va pouvoir éviter, et ça de manière assez maligne, éviter de réeffectuer du travail qui n'a pas besoin d'être refait. Ce que je veux dire, c'est que par exemple, si vous lancez une compilation d'un projet et que de suite après vous relancez la compilation,
ben, vous n'avez pas envie de réeffectuer la même action parce que ben, forcément, normalement, le résultat attendu va être le même. Mais là, ils peuvent le faire et ils le font donc en calculant un hash sur les inputs de vos actions. Ok, ils calculent un SHA-1 et ensuite ils vont comparer ces hashes. Mais comme, par exemple, dans notre précédent exemple avec du Java, on prend des fichiers sources, des fichiers de ressources, et on passe aussi l'outil qui va servir à compiler, à faire notre action, comme on passe l'outil même, l'outil fait partie intégrante de ce SHA-1. Donc on sait qu'on ne va pas pouvoir avoir d'effet externe en ayant lire quelque chose sur le file system, par exemple, ou une installation un petit peu douteuse. On sait que les inputs vont être spécifiés. Et ça, c'est un point qui est très important dans Bazel. Tout doit être explicite. Les inputs et les outputs doivent être spécifiés. Rien ne peut être inféré ou implicitement dû, ou alors, voilà. Tout était vraiment très explicite. Donc, ça a cet avantage parce que ça donne une très très forte garantie sur l'intégrité du build. Par contre, on va voir que sur certains aspects, et en tout cas aujourd'hui, quand on fait par exemple du Java, il y a quelques mois, ça pouvait encore avoir quelques désavantages. L'autre partie, c'est il va aussi optimiser le nouveau travail à effectuer. Donc toujours en gardant l'hypothèse, donc je modifie un des fichiers sources, et là, dans mon bloc, dans mon graphe, j'ai ces deux blocs qui vont être impactés. Donc là, quand on regarde le graphe, on comprend très bien que ce qu'il va falloir recompiler, c'est tout ce qui suit pour arriver à la fin. Pour nous, quand on regarde ce graphe, ça nous paraît complètement trivial. Mais c'est trivial parce que il garantit, il met toutes ces contraintes donc d'herméticité, de reproducibilité, qui garantit que le build va être hermétique et qu'ils peuvent juste recalculer ça, que le reste n'aura pas changé. Et ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que donc là, ces deux arêtes qui sont de couleurs différentes, on voit qu'il n'y a pas de chemin en commun. Et Bazel, ça, il le voit aussi. Et quand il voit ça, il parallélise, puisqu'il n'y a pas de dépendance, donc il peut paralyser les actions qui n'ont pas de chemin en commun. Donc là, c'était juste pour vous dresser un portrait de très haut niveau des concepts, on va dire, qui sont vraiment fondamentaux dans Bazel. Donc à savoir cette notion vraiment d'être explicite, que on est dans un monde fermé, d'accord? Il ne va pas pouvoir, donc c'est ce que j'essaie de représenter. On est vraiment dans un monde fermé et il y a juste un petit endroit où on va devoir, en tant que développeur et mainteneur du build, rendre explicite toutes les dépendances, que ce soit des dépendances applicatives ou alors des dépendances pour les outils, pour la compilation, pour les langages, etc. Donc là, on va voir un petit peu l'anatomie d'un projet, comment les builds s'organisent au niveau de Bazel. Et juste avant, on va juste définir 4 propriétés, enfin 4 mots qui reviennent souvent dans un projet. Donc quand vous arrivez dans un projet Bazel, par exemple, vous avez votre code source. Dans ce projet, on va appeler ça un workspace, et un workspace va être défini par un répertoire qui contient un fichier qui s'appelle workspace. Voilà. Vous avez un fichier qui s'appelle workspace à la racine de votre projet. Et au niveau de Bazel, ça va être un workspace. Voilà. Donc vous avez votre code source. Et ensuite, lorsque vous allez effectuer vos actions de build, dans ce workspace, vous allez avoir des liens symboliques qui vont être créés, qui vont pointer quelque part dans votre système vers les artefacts qu'a généré Bazel. Bazel ne va rien générer dans votre répertoire, il ne va pas venir le polluer. Il ne va pas créer de répertoire. Il y aura juste des liens symboliques qui pointent ailleurs dans un environnement qui est sandboxé. Ensuite, on descend. Donc on a notre workspace. En descendant, on va avoir des packages. Un package, qu'est-ce que c'est? C'est un répertoire, toujours pareil, où vous pouvez avoir votre code source dedans. Et dans ce répertoire, si ce répertoire contient un fichier qui s'appelle un build file ou un build.bazel, j'ai barré build parce que maintenant il recommande d'utiliser build.bazel. Pourquoi? Est-ce que vous avez une idée? Si vous utilisez un système d'exploitation qui n'est pas sensible à la casse, que vous ayez un dossier qui s'appelle build et un fichier qui s'appelle build, bonne chance. Voilà. Donc du coup, ils ont rencontré avec le build.bazel. C'est un problème qu'ils avaient, et du coup, il y a encore beaucoup de choses où il y a des build files comme ça. Et du coup, parfois, ils font des passes en renommant tous les fichiers. Il faut penser donc au package comme l'unité primaire qui va organiser le code dans ce paquet, dans ce dit paquet. Donc en gros, vous allez avoir votre code source, votre build file, et du coup, dès que vous allez avoir un build file, au niveau de Bazel, il va pouvoir dire, ok, ça c'est un package, donc ça veut dire qu'à l'intérieur, il va y avoir des sources, et il va y avoir d'autres choses que je vais pouvoir manipuler. Ces autres choses, qu'est-ce que c'est? Donc, dans ce build file, qu'est-ce qu'on va déclarer?
on va déclarer ce qu'on veut faire avec ces fichiers, avec ces sources, donc toutes les actions qu'on va vouloir faire. Créer une librairie, un binaire, concaténer des fichiers, lancer des tests, voilà, plein de choses différentes. Et comment on va déclarer ça? Ça va être de manière très très déclarative en utilisant Starlark. Starlark, c'est un sous-ensemble du langage Python. Et pourquoi un sous-ensemble? Alors, je ne suis pas un expert en Python, je ne suis pas forcément non plus fan de Python, mais, mais c'est assez intéressant parce que en fait, l'API de Starlark est ultra réduite. Il ne supporte pas grand-chose. Par exemple, il ne supporte pas les imports, il ne supporte pas les classes, on ne peut pas faire de while, on ne peut pas faire de raise, donc des exceptions ou d'erreurs, on ne peut pas faire de lambda, on ne peut pas faire de récursion. On se dit, waouh, il n'y a pas grand-chose. Mais du coup, c'est un langage, l'aspect du Starlark dit que ce n'est pas un langage qui est Turing complet. Et si c'est un langage qui n'est pas Turing complet, ça veut dire que on va pouvoir éviter tout non-déterminisme, entre guillemets. Le développeur ne va pas pouvoir faire n'importe quoi, lever des exceptions, et du coup, on va être le langage en lui-même spécifique et déterminisme, et que à chaque fois, vous allez obtenir tout le temps le même résultat. Et du coup, si vous regardiez, là, je disais, donc, on déclare ce qu'on va faire avec nos fichiers, et ça va être appelé des targets. Et du coup, une target, qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble de fichiers ou alors de règles de compilation qui vont être utilisées pour représenter ces tâches. Donc là, vraiment, on est vraiment à l'unité la plus basse, c'est ma target Toto. Et en fait, elle va permettre de compiler cette partie-là, par exemple. Et, intéressant, une target peut pointer vers une autre target. Donc on peut avoir des dépendances entre ces targets, ce qui, donc, si vous vous rappelez, représente cette espèce de graphe qu'on avait. Donc si on se fait un petit récap, qu'est-ce qu'on a? On a un workspace qui peut avoir 0 ou plus package. Donc si vous avez 0 truc, ça veut dire que vous n'avez pas de code source, donc ça ne sert pas à grand chose. Et après, dans ces packages, on peut avoir donc, des build files ou des sous-répertoires, etc., qui contiennent eux-mêmes des build files. Et par contre, on va avoir du coup 0 ou plus targets définis, donc 0 ou plus actions qui sont exposées et qui peuvent être exécutées. Donc voilà. Donc là, c'est juste un schéma, c'est un petit peu d'une manière un peu plus visuelle de représenter ce qui se passe. Donc là, vous voyez, vous avez le répertoire foo, foobar, etc., qui contient les builds, qui peut avoir des dépendances entre ces répertoires. À gauche, ce qu'on voit là, le // foo, / foobar, etc. Donc c'est le chemin, c'est comment Bazel permet de marcher à travers ces différentes actions et de se retrouver. / veut dire juste, je me référence par rapport à la racine de mon projet, là où il y a mon workspace. Okay. Une chose importante que je n'ai pas dite, c'est que le workspace file, donc ce fichier qu'on crée à la racine, c'est lui qui va faire le pont entre le monde extérieur et nous. C'est-à-dire que c'est grâce à ce fichier, et c'est à l'intérieur de ce fichier qu'on va devoir déclarer toutes les dépendances qu'on va vouloir récupérer, donc à la fois des dépendances applicatives ou des outils qu'on va devoir utiliser au sein même de Bazel. Toujours dans l'aspect du monde fermé, il y a un seul point d'entrée où je dois vraiment tout expliciter, les versions, l'intégrité avec les SHA-1, etc., les SHA-256. Et ensuite, une fois que j'ai ça, eh bien, mon build s'exécute, mais dans son environnement à lui. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a en général? On a là, en bas, vous avez Bazel, 3 petits points. Donc, une ligne de commande, la CLI Bazel, qui va parler avec le serveur Bazel. Donc, quand vous êtes dans votre projet, dès que vous faites une invocation à cette ligne de commande, vous créez un process serveur. Et il y en a un par workspace, d'accord? Et du coup, c'est ce serveur qui va effectuer toutes ces actions. Qu'est-ce qu'il va faire? Ces deux outils vont pouvoir communiquer avec un cache, parce qu'on a dit que si on refait 2 fois la même compilation, eh bien, pas besoin de recompiler puisqu'il calcule les entrées, etc. Donc du coup, tout va pouvoir être caché. Et là, après, donc, je vais vous représenter les outputs, donc, qui sont des liens symboliques vers ce même répertoire. Si jamais on fait un clean, les liens symboliques sont supprimés, et du coup, si je refais une compilation, là par contre, il va la redémarrer. On va avancer. Ouais, voilà. Donc, après avoir vu une espèce de grosse vue de haut de mon projet, comment ça se structure, etc., parlons un peu de ce graphe, donc ce fameux graphe de dépendance. Est-ce qu'il n'y en a qu'un seul? On va voir. Et est-ce qu'on peut l'interroger? Alors la question, oui, parce que sinon j'aurais pas mis cette slide. Et avant de ça, il faut parler des phases de build de Bazel.
Bazel possède 3 phases de build. Une phase de chargement, une phase d'analyse et une phase d'exécution. Lors de la phase de chargement, il va analyser donc toute notre configuration. Est-ce que syntaxiquement c'est correct? Est-ce que tout est OK? Si c'est bon, il va créer ce fameux graphe de dépendance, donc de graphe de target. Entre Toto passe sur Titi, qui va devoir nécessiter Java, un truc qui fait une librairie Java, etc. Donc là, on construit ce graphe de dépendance. Là-dessus, on va pouvoir faire un Basel query. Quand vous allez faire un Basel query, je vais en parler juste après, on va pouvoir interroger ce graphe de dépendance afin de voir les dépendances mais de notre build, c'est-à-dire, ok, ben, dans toute mon application, si je vais dans ce module-là, dans ce package, et que je veux savoir qu'est-ce qui est effectué ou il dépend de quoi, on va voir que on peut le grapher. Ensuite, on va avoir une phase d'analyse où il va configurer ce graphe. Donc, par exemple, imaginons vous buildez pour une architecture Mac ou une architecture Linux. Lors de cette phase d'analyse, il va venir configurer les targets pour dire, bon attention, maintenant je sais que c'est une architecture macOS par exemple, donc le binaire que je vais vouloir générer ne va pas être de même type. Donc du coup, là vraiment, au niveau du graphe, il va savoir que le binaire à générer, c'est un binaire qui va être de type macOS par exemple. Et du coup, ça se fait avec du cQuery. Et ensuite, donc lors de l'exécution, eh bien, il va exécuter, donc Basel va prendre ce graphe configuré et va exécuter toutes ces actions. Et il va être interrogeable via le query, donc sur le action graph. J'en parlerai pas, mais ce qui est intéressant avec le query, c'est que on va pouvoir, en fonction d'une target demandée, voir les lignes de commande qui ont été générées pour créer, par exemple, l'artefact ou le, le fichier que la roule a généré. Donc, par exemple, si c'est du Java et que mon fichier prend différentes sources, que je vais faire un query dessus, je vais pouvoir avoir la capacité de visualiser, de voir la ligne de commande que Basel m'a générée et qu'il a exécutée dans sa sandbox. Donc ça peut être intéressant pour avoir beaucoup d'insights sur vos builds. Donc, comme je vous le disais, Basel, c'est une ligne de commande donc, classique. Donc, vous pouvez partir des options de démarrage. Il y en a énormément. Donc, par exemple, là, le Basel RC, qui est un fichier de configuration. Des commandes, il y en a une douzaine. Donc, build, run, query, test. Vous pouvez faire du profiling sur vos builds pour voir où est-ce que ça bloque, etc. Des arguments, pareil, il y en a beaucoup. Et ensuite, ces fameux target patterns pour dire, bon, ben, je veux aller cibler telle partie de mon package et je veux aller compiler cette partie-là. Donc, Basel Query, bon, ben, Basel Query va prendre ses propres options et une expression. D'accord? Et là, on se rappelle, il va requêter ce graphe de dépendance, ce target graph. Donc là, je pense que je vais essayer de faire des petits exemples après. Donc là, je vous ai mis juste des exemples de requêtes qui sont hyper basiques, mais par exemple, vous regardez la première, je voudrais trouver toutes les règles et tous les fichiers qui sont dans le package démo, etc. Mais c'est un Basel query, démo, enfin, démo, source main, 3 petits points, ça veut dire, et tout ce qui est en dessous, 2 points étoiles, et là, il va me remonter tous les fichiers qui sont exposés au niveau de Basel et toutes les règles qui sont aussi exposées. Et une qui est intéressante, c'est la troisième, par exemple, trouve-moi toutes les dépendances qui sont dans ce même package. Et sous-paquet, ben là, c'est avec la fonction deps. Donc on voit que avec le Basel Query, il a une grammaire et il a des méthodes et des fonctions qui permettent d'interroger ce graphe de dépendance, ce DAG. Voilà. Je vais faire des petits exemples après dans le terminal. Et quelque chose moi, que j'aime énormément, c'est ça, c'est le output. Si vous regardez le -output égale graph, avec le query, ça veut dire que vous pouvez grapher, donc il vous sort une sortie en dot, et ensuite vous pouvez le convertir, et ça peut vous donner des choses comme ça en fait. Donc là, je l'avais fait sur un truc ultra simple, très simple, qui en fait, il n'y avait rien du tout derrière, c'était juste des dépendances au niveau des targets. Et là, on voit que par exemple, le A a besoin de A.in, mais il dépend aussi d'une target B, qui a besoin de B.in, mais aussi d'une target C, etc. Et du coup, on peut voir ensuite dans notre build de potentiels bottlenecks, de choses qui seraient indésirables, ou même, par exemple, des cas d'usage, c'est OK, j'ai 2 modules qui sont dépendants, qu'est-ce qu'il faudrait que je casse pour enlever cette dépendance? Qu'est-ce que ça me coûterait? Donc c'est vraiment hyper intéressant. Si vous voulez beaucoup plus d'exemples, j'ai mis ce lien. C'est vraiment très bien parce que vous avez plein de questions. Donc comment je pourrais faire ceci, comment je pourrais faire cela.
Et en dessous, vous avez les queries, donc les queries au niveau de Bazel, donc comment faire ça. Et vous pouvez voir qu'il y a vraiment des choses très très poussées qu'on peut faire avec. Là, c'est vraiment juste qu'on a que, enfin, on peut pas rentrer dans les détails, mais il y a vraiment énormément de choses. Donc là, après, je vais vous montrer sur le projet parce que c'est ce qu'on veut faire. On veut builder, tester et le runner. Pas forcément dans cet ordre, si on est un peu logique. Donc là, très vite. Build, Bazel build, option target. Voilà, c'est pas plus compliqué. Tester, Bazel test, option target. Et le lancer, Bazel run, option target. Le run, en fait, va s'appliquer sur des artefacts qui vont être considérés comme exécutables. Okay, et le run donc, va faire une combinaison du build plus quelque chose en plus pour lancer cet artefact. Yes. Non. Tac. Voilà. Du coup, si j'essaie de montrer le petit projet d'exemple, bon, ne vous focalisez pas sur le code parce que le code ne sert absolument à rien. Vous voyez là-haut? Attendez, je vais mettre comme ça. C'est bien là? Ouais? Bon. Bon, c'est une super application Spring Boot. Donc voilà, j'ai mon Spring Boot, j'ai mon démo contrôleur qui fait un grid. Enfin, j'expose une route et ensuite je vais taper une URL sur un microservice. Voilà, pour mettre un petit buzzword. Et ensuite, je retourne, je parse la réponse et je la retourne sous le format info, d'accord? Et info, ça fait partie du package domaine ici. Donc pour dire que j'ai des sources qui proviennent de différents paquets. Donc ça, c'est du Java. Et ensuite, ce fameux fetcher URL, c'est cette appli là, donc Scala, qui va juste exposer le serveur et récupérer, retourner la réponse. Donc maintenant, est-ce qu'on va se focaliser sur le build? Donc ici, là, je vais utiliser les rules Java. Donc ça, c'est des rules qui sont natives. Donc elles sont déjà intégrées dans le framework. Enfin, dans l'outil de build, dans la librairie. Ici, je vais lui donner un nom. Donc le nom, ça va être le nom logique de ma target. J'aurais pu l'appeler Toto, enfin, c'est un nom que vous souhaitez. Rappelez-vous, non, rappelez-vous, je ne vous l'ai pas dit forcément. Par défaut, la target qui existe est le nom dans lequel le build file se crée. Je m'explique parce que là vous n'avez rien compris. Il existe dans ce package une target qui s'appelle démo en fait, puisque mon build se situe dans le package comme gateway démo. Okay. Ensuite, les sources que je vais avoir besoin. Bon, là, on peut avoir du globe pattern pour récupérer des fichiers, donc on peut avoir des expressions un peu plus complexes pour exclure des fichiers, etc. Et là, on voit, je vais lui spécifier les dépendances. Donc là, j'ai besoin du Spring Boot et j'ai besoin du domaine. Donc là, c'est toujours la même notation. // donc je me réfère par rapport à la racine. Et ensuite, là, je vois third party, JVM, Morg, Spring, etc. Qu'est-ce que c'est ça? Alors là, je vais vous avouer, je vais me confesser, j'ai triché. Oui, j'ai fait ça. Pourquoi j'ai triché? Parce que, rappelez-vous, quand je vous disais que tout doit être explicite. Toutes les dépendances et tous les inputs doivent être déclarés explicitement. Il y a quelques mois de cela, quand vous faisiez un projet avec, par exemple, du Java, il y a une rules dans Bazel qui s'appelle Maven jar, qui permet d'inclure un jar. Voilà. Sauf que ça ne récupère pas les jars transitivement, ça récupère juste le jar. Donc, Spring Boot, qui sait combien de dépendances ça tire Spring Boot Starter Web? Moi je sais pas, enfin genre ça tire beaucoup. Du coup, on se retrouvait avec dans le workspace, donc ici, dans ce fichier workspace, il aurait fallu se retrouver avec genre, je sais pas, 50 lignes de code explicitant je veux cette dépendance, telle version, cette dépendance, telle version, cette dépendance, telle version. C'est pas possible enfin, aujourd'hui, c'est pas possible à manager, enfin, voilà. Du coup, il y a eu des projets open source qui sont apparus, dont Bazel Depth, celui que j'ai utilisé, qui permet du coup parce qu'on est à la mode de déclarer un fichier YAML, et encore lui, et du coup de déclarer ces dépendances-là. Et du coup, derrière, il va y avoir une tâche qui va être effectuée, et il va aller résoudre toutes les dépendances, et foutre ça
dans le third party. On sent bien quand même l'influence de Google, etc., de mettre tous les vendors, de toutes les librairies dans un répertoire dans le projet. Parce qu'à la base, ça c'est un problème que Google n'avait pas, puisque Google, en fait, ils n'ont pas de dépendance externe, vu qu'ils ont tout rapatrié dans leur repo. Donc pour eux, du moment que vous n'avez pas de dépendance externe, ils n'avaient pas la nécessité de ça. Ils avaient juste des équipes qui mettaient en place ces règles et qui incluaient ces dépendances, mais c'était tout. Et du coup, les mecs de Basel se sont dit, c'est pas mal quand même, c'est pratique, on va essayer de faire quelque chose qui va être un petit peu plus, qui va faire plus de vérification sur la gestion des dépendances, sur les graphes, sur les versions, etc., pour être sûr de l'intégrité des dépendances, etc. Et du coup, il n'y a même pas un mois, ils ont réalisé une rules qui s'appelle JVM External. Je dois l'avoir ici, voilà, celle-là. Je l'ai utilisée pour la partie Scala, pour utiliser deux choses différentes. Et cette rules va servir à faire la même chose. Donc si je détaille vite fait le workspace, je vous le ferai après parce que pour le Java, il n'y en a pas nécessité. Donc, revenons à notre build. Java Library, donc ma dépendance vers Spring Boot Starter Web qui va me rapatrier après toutes les dépendances, et aussi vers domaine. Et domaine, qu'est-ce que c'est? Ben, en fait, c'est le nom. Je veux tous les fichiers Java. Ça, je l'ai enlevé parce qu'au final, ça servait à rien. Et la visibilité. La visibilité, ça veut dire est-ce que cette target va être accessible, va être comme une API publique ou pas. Ça peut être privé, ça peut être scopé à des paquets ou des sous-paquets. Package. Donc là, on voit que j'ai cette dépendance-là, donc on est toujours dans notre cas, j'ai tout explicité, tout explicite. En ressources, j'ai besoin de quoi? Ben, j'ai besoin de la rules qui va se trouver dans ressources. Donc là, vous voyez, je n'ai pas mis de label. Ça s'appelle ressources. Et j'ai mon fichier application.yaml que je vais pouvoir remonter. D'accord? Et du coup, je vais pouvoir remonter un groupe de fichiers. Et là, on voit du coup que, ben, en fait, là, la ressource, ce n'est pas un fichier directement, c'est une target qui va aller me récupérer cette ressource. Donc ça se compose aussi. Et là, en visibilité, ben, les packages démo source test vont être capables de voir la rules qui va me générer la librairie. D'accord? J'avance un petit peu. Le binaire. Pareil, je lui donne un nom, app, logique, donc un nom logique. La classe principale qu'il va falloir être démarrée, la runtime dépendance. Et là, la runtime dépendance, en fait, ben, c'est ma target lib, en fait. Vous voyez, là, il y a 2 points lib. Je référence cette target-là. Donc, ce qui veut dire que j'ai une dépendance entre ces deux targets, ce qui veut dire que si je recompile mon binaire, et que j'ai besoin de recompiler parce qu'un fichier a changé dans la rules de librairie, eh bien, il va automatiquement recompiler la librairie et ensuite compiler mon binaire. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir créer ces dépendances au niveau de nos applications. Et ensuite, des paramètres de JVM. Donc par exemple, si je suis en profil dev, je vais vouloir lui passer un active dev. Si je suis en profil Docker, Spring Profile, active Docker. Vous montrer juste rapidement la partie Scala pour montrer qu'en fait, c'est la même chose. C'est là qu'on voit qu'il y a un certain formalisme, c'est-à-dire que les librairies, vous voyez, donc là, c'est juste que dans le workspace, j'ai rapatrié les rules qui me permettent de faire du Scala. Et du coup, ensuite, je les charge ici. Donc le @iobasel, ça veut dire, dans mon workspace, je l'ai appelé comme ça. J'aurais pu l'appeler Toto, pareil. Dit, c'est quelque chose d'externe par rapport à la racine de mon projet. Et ensuite, dans ce fichier, je vais vouloir charger ce qui est exposé. Et l'API qui est exposée, c'est Scala Library, Scala Binary, il y a Scala Test, voilà. Et là, c'est pareil. Scala Library, le nom, la source. Et là, vous voyez, donc dans le Java, j'avais fait un globe pattern avec les fichiers. Là, ce que je fais, c'est que j'appelle cette target qui permet de remonter. Bon, là, en fait, ça sert à rien, c'était juste pour montrer, mais on peut avoir des choses beaucoup plus complexes. Mais toujours pareil, voir qu'on peut déléguer ça à une autre target qui, en fait, la sortie finale va être un ensemble de fichiers, un ensemble d'artefacts. Les dépendances, donc là, voilà, pareil, je spécifie donc, si je regarde le workspace, rappelez-vous, quand je vous parlais de rouler external, j'ai un Maven install qui fait fetch your app, je lui passe les artefacts et le repository. Et ça, c'est la chose qui a été réalisée il y a moins d'1 mois et qui du coup permet de résoudre en tout cas maintenant plus facilement les dépendances transitives tout en gardant un petit peu de
correctness, intégrité, enfin voilà, dans les dépendances. Désolé pour le franglais. Et du coup, ensuite, je référence ces rules comme ça. At fetcher app, donc quelque chose d'externe, le workspace, et puis ensuite, les rules qui sont générés, qui me permettent d'exposer ces dépendances. Toujours pareil, c'est explicite, on doit le spécifier. Et Scala binary, pareil, un nom, une classe à runner, des runtime dépendances et une visibilité. Donc on voit un certain formalisme. Si on regarde, donc là, en bas, ici là, je suis dans mon, donc je vais faire en Basel clean, hop, je suis dans mon truc Java. Si je fais Basel build de point app, d'accord, donc rappelez-vous, hop là, rappelez-vous donc app, d'accord, le binaire. Donc là en fait, il m'a compilé la librairie et il vient de me compiler le truc Java. Si jamais vous voulez plus d'informations, vous faites -s. Et là, en fait, il va vous lister toutes les commandes qui sont effectuées. Mais nous, on n'a aucune idée de toutes ces commandes qui sont effectuées. Nous, on a juste pris l'API qui nous explique, OK, mais pour compiler ça, je dois avoir ces inputs. Après, les outputs, ça sera toujours les mêmes. Le Java, si on fait avec le run, par exemple, donc run, il va compiler et runner. Donc là, il prend Scala, il prend le compilateur, il passe en input, il prend mes fichiers Scala, il va faire la moulinette, et là, le serveur démarre. Donc juste pour montrer donc, que l'appli ne sert absolument à rien. Hop, curl. Voilà, Devox, blabla. Et là, pourquoi HTTP localhost 3000? Ça, c'est juste le flag que j'ai passé parce que dans mon fichier YAML d'application de Spring Boot, si je suis en dev, je dis que c'est depuis localhost. Si je suis dans Docker, je vais dire que c'est en passant par le Docker for Mac, localhost, etc. Voilà. Et du coup, là, je viens de vous parler de Docker. Pourquoi? Il y a une raison. Parce qu'on peut aussi créer des images Docker avec Bazel. Et ce qui est cool, c'est qu'on peut les créer sans utiliser Docker. On peut faire des images Docker sans utiliser Docker. Comment c'est possible? Ben, vous devez savoir quand même, je pense, que les images Docker en soi, ce sont des archives, des couches successives d'archives qui vont contenir des métadonnées. Et du coup, Docker, c'est un énorme sucre syntaxique par-dessus qui nous permet de créer ces images. Sauf qu'on pourrait très bien faire des images Docker à coup de tar gz. Donc là, il faut avoir un bon dimanche devant soi, ou alors il faut avoir envie, mais techniquement, ça serait possible. Du coup, Bazel, en fait, ils ont réimplémenté ça. Et du coup, via des rules, des règles Docker, donc vous avez la rules Scala par exemple, mais vous avez aussi les rules Docker qui permettent de construire des images, de pousser des images sur un repo, de pooler des images, tout en gardant la correctness et les concepts d'herméticité, de reproducibilité et d'incrémentalité. C'est-à-dire que là, vous allez avoir des images qui sont complètement incrémentales parce que Bazel, vous voyez la règle de base Java image, va savoir que en paramètre, vous lui passez tel input. Sauf que là, on voit que c'est un jar. Sauf que lui, derrière, les rules sont implémentés d'une façon qu'ils vont avoir la connaissance de votre code source, entre guillemets, pour pouvoir agencer les layers intelligemment dans votre image, et que quand vous recompilez votre projet et que vous voulez recréer votre image, vous n'avez pas à penser à faire vos tricks, vous savez, dans les layers Docker, de d'abord foutre les couches basses et puis les fichiers qui vont être recompilés, souvent les mettre à la fin de votre Dockerfile. Là, Bazel vous le fait automatiquement pour vous. Et du coup, vous avez vraiment un cycle de vie qui va être ultra court, un feedback qui va être très rapide. Donc là, pour faire bref, on a conteneur image, app image. Je pars sur une image pareille, Java Base. Java Base, qu'est-ce que c'est? Vite, c'est une distroless. Donc là, container pool, repository, distroless. Je vais exposer ce port et je voudrais lancer ça pour la démo. Donc -it, rm et exposer le port. Et mon image Java, je vais vouloir lui passer app image, image base, la librairie. Donc là, vous voyez, c'est comme un binaire, sauf que je lui passe ce qui a été compilé, juste au-dessus. C'est juste ça. La classe à runner, le profil de la JVM, puisque là, c'est une distroless Java et c'est une image Java, donc il s'attend à ce qu'on lui file un jar. On lui file un jar et lui, il va automatiquement faire java-jar et les flags qu'on veut passer. Donc si je vous montre, on va faire le vrai truc. J'ai coupé Docker. Si je fais Docker PS, ça marche pas. Je fais Bazel build
app_image, je l'ai appelé app_image. Donc là, vous voyez, Java base image, il prend le truc, paf, il m'a construit mon jar. Si je le refais, c'est automatique, d'accord? Et là, donc, Docker, hop, on va attendre que ça redémarre. Et ensuite, je vais pouvoir lancer donc, cette image-là, qui va automatiquement prendre le profil, et du coup, me donner la bonne URL dans mon payload. Donc run app_image. Il n'est pas encore démarré. C'est bon. Non, pas encore. Il m'a fait un faux espoir. Allez. Hop. Là, hop, on voit qu'il charge l'image. Là, il démarre le profil. On voit le profil actif Spring Boot, enfin Docker, pardon. Et là, si je refais le curl, donc on voit dans le from HTTP Docker for Mac, puisque là, je reparle avec mon serveur qui est sur l'host de mon Mac. Mais on voit que comme ça, j'ai une image Docker sans utiliser Docker. Ça peut être très intéressant sur des serveurs de CI pour ne pas avoir de dépendance avec un démon Docker, avec des versions, etc. Donc ça, c'est super, super cool. Vite, oh là là. Qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus? Si on faisait du remote caching, est-ce que ça serait possible? Parce que je vous ai parlé du cache de Bazel, mais les questions qu'on peut se poser, c'est est-ce que je veux des builds qui soient encore plus rapides? Bah oui. Est-ce que mon build il est reproductible? Bah, a priori oui, puisque Bazel me le dit, c'est intrinsèque à Bazel. Est-ce que je peux réutiliser les artefacts générés normalement à travers différentes machines ou différents clusters de machines? Oui, puisque si le SHA-1 est le même, l'artefact par définition est le même. C'est fondamentalement inscrit dans Bazel. Du coup, on peut le faire. Et pour ça, ils ont un remote caching protocol qui est vraiment très très simple. Où vous allez avoir quelque chose qui s'appelle le action cache et un truc qui s'appelle le content addressable store. Donc là, vous allez stocker toutes vos informations, tous vos artefacts. Et son protocole, c'est sur l'action cache, je vais vouloir récupérer cette hash de ma target. Il va aller chercher, il va trouver plein de métadonnées, et après, il va refaire un appel sur l'endroit où il stocke tous les outputs avec les différents hashes des outputs générés pour vous récupérer le dit artefact. Donc, je vais vous faire un exemple, ce sera plus parlant. Donc, il y a beaucoup de backends qui peuvent être utilisés. Donc, par exemple, sur leur site, vous pouvez trouver donc, ici le Google Cloud Storage, donc des storage managés, on peut utiliser du S3, des solutions qui sont open source, je vous ai mis le lien. Et il y en a une qui est intéressante, et pour démarrer, et si vous n'avez pas des besoins démesurés, ça peut être très intéressant et très facile à faire, c'est un serveur Nginx avec un module WebDAV pour le management des fichiers. Donc c'est ce que je vais vous montrer. Hop. Ici, dans mon cache serveur, j'ai un build.bazel, et en fait, ce build, ça serait comme un Dockerfile, sauf que je veux être à 100% dans Bazel, donc j'utilise Bazel. Je lui dis, l'image de conteneur, donc l'image générique, ça va être le nom cache serveur. Je vais avoir quoi en image de base? Une image Nginx qui est récupérée de l'extérieur. Qu'est-ce que je vais avoir en layer? En layer, je vais avoir une configuration, donc la configuration Nginx. Ok, donc sur une URL de cache, avec le module WebDAV et la configuration adéquate. Je lui passe un port, les paramètres à René, donc là je vais le monter sur mon file system pour que ça soit persistant pour vous mettre en cas d'utilisation réelle. Et ça donne quoi? Ça donne ceci. Donc Bazel run donc ma target cache-serveur. Donc là, vous voyez, il fait warning reading from remote cache. Ben là, en plus, oui, parce que je compile mon cache avec le truc qui regarde le cache. Donc là, pour le moment, il n'y en a pas. Là, maintenant, c'est démarré. Si je fais un Bazel clean, donc j'arrive au boulot le matin, la CI, elle a tourné, elle a poussé les trucs dans le cache. Moi, je suis branché sur le cache. Elle a tourné. Je refais un Bazel run app_image, par exemple. Je lance le truc, et là, on voit, il est en train d'envoyer beaucoup d'informations sur mon serveur. Donc, on voit les requêtes put, au niveau du content addressable storage. Donc, il est en train d'envoyer toutes les infos. Et ce qui va se passer, c'est que là, c'est OK, c'est démarré. Si jamais je refais la même chose, donc là, on va faire ça,
Et là, on va faire ça. Donc là, il ne se passe rien, puisque j'ai mon cache local. Par contre, si je fais un clean et que je redémarre, là, on voit, il fait des get. Et là, il voit 62 process, 62 remote cache hits. Donc ça veut dire que j'ai récupéré directement les artefacts de mon cache de mon serveur, parce que la CI aura potentiellement compilé la chose et poussé ça sur le remote cache. Donc, c'est vraiment une manière hyper simple de cacher et d'implémenter un cache. Et vous pouvez faire votre implémentation custom. Il suffit que ça réponde à l'API, et c'est bon. Donc très vite, parce que c'est la fin, heureusement c'est la pause là, mais... les supports des IDE. Là, j'utilisais IntelliJ, donc il y a un support IntelliJ. Je vous le cache pas, ça n'a rien à voir avec Gradle ou Maven. Enfin, l'intégration, on est encore assez loin, d'accord. Mais ça a le mérite d'exister et ça va s'améliorer de jour en jour. Franchement, ils font beaucoup d'améliorations, ils font beaucoup d'efforts, il y a beaucoup d'améliorations là-dessus. Un autre, le plugin VS Code, qui est vraiment super sympa. Vous pouvez lancer vos builds aussi depuis VS Code. Il vous affiche les targets au-dessus de vos lignes de code. C'est vraiment très très sympa et c'est très bien intégré et c'est supporté par l'équipe Basel. D'autres, si vous faites du Vim, du Atom, voilà, il en existe. Après, je ne connais pas leur qualité. Je préfère vous le dire d'avance. Donc, on arrive à la fin. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme pros and cons? Donc, qu'est-ce qui pourrait être cool? Bon, toutes les grandes lignes, c'est agnostique, c'est rapide, ok, c'est reproducible. Enfin, c'est vraiment un système de build qui va vous forcer, en fait, là où, par exemple, Gradle va vous conseiller et vous amener vers des bonnes pratiques, mais en vous laissant la possibilité de merder à un moment donné. Là, Basel requiert quelque chose qui soit complètement concret, complètement correct, par l'herméticité des dépendances, par ce langage Starlark qui vous permet de ne pas faire d'erreurs, de récursion infinie, d'exception, par cet environnement sandboxé qui est coupé du reste du monde. Par contre, qu'est-ce qui peut être un petit peu dur ou qui peut être un petit peu painful, c'est déjà la courbe d'apprentissage. Arriver sur Basel, c'est assez compliqué. Il faut le vouloir, il faut être intéressé, parce que c'est des concepts dont on n'a pas forcément l'habitude. On n'a pas forcément l'habitude de faire ça. Nous, maintenant, si on fait du Gradle, du Maven, même du SBT, ça marche. On met les dépendances, il y a déjà des milliards de plugins qui existent, ça marche. Et comme je vous le disais, le tooling. Le tooling n'est pas encore hyper développé. C'est en cours, mais on n'est pas au niveau de ce qui existe depuis plusieurs années. Après, il faut se rappeler que c'est open source depuis 2015. Ça va continuer à évoluer. J'en ai pas parlé, mais Angular, par exemple, dans leur prochaine version, ceux qui font du front vont inclure Basel en expérimental pour accélérer leur build. Voilà, vous avez de gros acteurs derrière qui sont dessus, Databricks, Stripe, voilà. Donc, pour finir, tout simplement merci d'être venu. J'espère que cette présentation vous a plu, que vous avez appris au moins quelque chose. Et n'hésitez pas à faire de retour si ça vous a plu ou si ça ne vous a pas plu aussi. Tout est bon à prendre. Merci beaucoup pour votre attention.